Mon nom est John Telfer et je suis le directeur produit d'Explore Monde. Et dans cette première partie du cours, j'aimerais vous expliquer comment les risques nous affectent, ce que nous avons appris, les expériences que nous avons dû surmonter et comment nous avons appliqué cela dans la façon dont nous menons notre activité en espérant que vous puissiez apprendre de nos leçons. Mais tout d'abord, j'aimerais vous expliquer comment nous avons rencontré le GIZ. J'ai reçu un email de Danny Donolf nous demandant si cela nous intéresserait de mettre en place un programme de formation pour la chaîne d'approvisionnement étendue. Et en le lisant, je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, c'est exactement ce que nous voulions. Et donc, il est venu passer 2 jours avec nous pour discuter de ce que nous voulions faire ensemble, de ce que nous voulions accomplir, et il est reparti en discuter avec ses supérieurs. Et nous sommes parvenus à un accord vers la fin de l'année dernière, dont je suis très heureux. Je suis très heureux de faire partie de ce projet et très excité, en fait. Avant de continuer, j'aimerais vous parler un petit peu de nous pour que vous puissiez comprendre notre expérience et la replacer dans son contexte. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est que nous organisons de petites escapades d'aventure, jusqu'à 18 personnes à travers le monde, et nous organisons ces visites depuis 36 ans. L'âge moyen de notre clientèle est la 50aine. Ils sont très intéressés par les destinations et nous parcourons le monde entier. 130 pays, 600 itinéraires différents, 30 000 clients avec plus de 200 tour opérateurs ou agents de terrain, comme on les appelle, des gens tels que vous. Chaque voyage a son responsable voyage que nous formons et la moyenne de chaque voyage dure d'1 semaine en moyenne jusqu'à 3 semaines et nous avons un siège à Farnborough au Royaume-Uni avec un personnel de 130 personnes. Nous organisons des voyages à vélo, des voyages découvertes, on fait des balades à pied, du trekking, des voyages spécialement prévus pour les familles, mais la chose fondamentale est que les gens veulent voir le côté authentique du pays. Ils veulent vivre une vraie expérience pour voir au-delà de la surface et ne pas se contenter des sentiers battus touristiques. Voilà pour ce qui nous concerne. Maintenant, parlons un petit peu de ce que nous avons vécu et le fait que votre passé ne définit pas nécessairement votre avenir en matière de risque. Le fait que rien ne se soit encore passé ne signifie pas que rien n'arrivera à l'avenir. Par exemple, à la roulette russe, vous pouvez appuyer sur la détente 4 fois et rien ne se passe, mais le risque n'en demeure pas moins présent. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui ne porte pas de ceinture de sécurité, il vous dira « je n'ai jamais eu d'accident », mais c'est par pure chance. Dans le temps, cette ceinture de sécurité finira par démontrer sa valeur. Une autre chose que j'ai appris, c'est que lorsque les choses tournent mal, peu importe si votre gestion des risques est excellente, les choses iront mal. Ce qui est important de voir, c'est pourquoi elles se sont mal passées et s'il y a quelque chose qu'on peut en apprendre et le mettre en œuvre dans votre business model. La chose essentielle est que parfois, quand le risque est relativement faible, la probabilité veut que cela peut arriver à une personne durant une année, c'est relativement négligeable, mais si vous avez 1000 personnes qui font la même chose, la probabilité est bien là. Et le problème, c'est quand les gens ne sont pas conscients qu'ils font quelque chose de dangereux ou lorsqu'ils ne connaissent pas une meilleure manière de faire les choses qui réduirait ce risque. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Lorsque les gens pensent aux risques qu'ils encourent ou les risques dans leur activité, souvent ils ne comprennent pas le risque, ou alors ils pensent que celui-ci est bien moindre qu'il ne l'est en réalité. Un sondage a été mené aux États-Unis au sujet des ouragans et à quel point ils pourraient impacter les activités. Donc ils ont interrogé un certain nombre d'organisations et de villes qui se trouvaient dans des zones concernées par les ouragans. Et lorsqu'ils ont fini de rassembler toutes les informations, la réponse moyenne émanant de chaque individu était « Oh, ça n'atteindra pas notre zone, mais on sait qu'un certain nombre d'ouragans vont frapper cette zone chaque année. » Mais les gens répondaient individuellement « Oh, ça ne va pas atteindre ma zone en particulier » ou alors ils pensaient que c'était peu probable que leur ville soit frappée, alors que les villes sont nécessairement frappées dans cette zone. La prochaine question intéressante était « Si cela devait frapper votre ville, est-ce que cela pourrait impacter votre activité ?» Et ils pensaient que non. Et même si cela devait impacter leur activité, que cela ne les affecterait pas.
autant que les autres. Et donc la moyenne de toutes ces réponses additionnées ne peut être vraie, car une certaine zone sera bien touchée, comme une ville en particulier, une activité sera impactée et un commerce sera mis à mal. Pensez donc à votre compréhension du risque, le risque que votre activité en cours. Avec une gestion des risques, il ne s'agit pas de stopper quelque chose, mais plutôt comment vous allez faire certaines choses et ce qu'il en résultera est que le nombre d'occurrences en verra réduit, ce qui peut s'avérer parfois frustrant, car l'efficacité devient difficile à prouver quand vous avez une bonne gestion des risques. Et que vous n'avez pas d'accident grâce à cela, c'est très difficile à démontrer. Et il peut s'avérer assez difficile d'en convaincre les gens, parce que, quelquefois, cela peut prendre du temps et des efforts. Et si jamais rien n'est arrivé par le passé, les gens peuvent se dire, eh bien, si cela n'est jamais arrivé, mais rappelez-vous que ce n'est pas parce que quelque chose n'est jamais arrivé que cela n'arrivera pas à l'avenir. Nous avons réalisé un exercice il y a quelques années, nous avons contemplé le monde entier et on s'est demandé au cours des dernières années ce qui s'était passé au niveau de notre activité. Donc tout d'abord, nous avons considéré tous les endroits où nos touristes avaient été affectés par des sécheresses ou la famine et nous avons observé l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique de l'Est. Ensuite, on s'est posé la question au niveau des accidents de véhicules récents. Un bateau a coulé aux Galapagos, un camion a dérapé en Tanzanie, un accident d'autobus en Malaisie. Je reviendrai sur certains de ces événements par la suite pour vous montrer ce que nous en avons appris. Qu'en est-il du terrorisme ou des guerres? Ça concerne le prochain groupe de pays. Et ensuite, nous avons pensé à Mère Nature. Qu'en est-il des tremblements de terre, ouragans, éruptions volcaniques? Donc, comme vous le voyez, dans pratiquement tous les pays où nous allons, quelque chose d'important a eu lieu et ça nous affecte. Car nous sommes une relativement grande société, alors que si nous étions une petite entreprise, nous serions protégés par ce qui pourrait arriver si l'on n'opérait que dans un seul pays. En ce qui concerne le risque, les gens ne le comprennent pas nécessairement. Il y a eu une enquête au Royaume-Uni très récemment, je vous parle d'août 2017, et elle demandait ceci. Quelle était votre principale inquiétude en tant que résident du Royaume-Uni? Et la première réponse fut le terrorisme et deuxièmement, les investissements dans le domaine des soins de santé, des hôpitaux. Mais si vous y réfléchissez un instant, combien de personnes sont tuées par le terrorisme au Royaume-Uni chaque année? Très peu. Et combien de personnes meurent en raison de problèmes dans les hôpitaux ou faute d'accès à un médecin ou à un hôpital à temps? Énormément. Mais la perception du risque des gens est que le terrorisme est le danger, alors qu'il y a d'autres choses qui requièrent vraiment plus d'attention. Autre chose, qu'est-ce qui tue le plus de gens annuellement? Est-ce que ce sont les textos au volant ou le terrorisme additionné aux attaques de requins et aux tremblements de terre? C'est les textos. Je vais essayer de replacer tout ceci dans un contexte en imaginant notre société comme un village. Nous comptons 30 000 personnes qui voyagent avec nous chaque année. Chaque voyage dure en moyenne 12 jours, ce qui signifie qu'on a 360 000 jours clients outre-mer. Maintenant, si vous divisez cela par le nombre de jours dans une année, arrondissons à 360, cela signifie qu'on a ici un village permanent de plus d'1 millier de personnes. Bon, il est vrai qu'on n'a pas les sujets malades là-dedans, ni les très jeunes ou les très âgés, mais il s'agit d'une base constante de 1000 personnes. Alors que va-t-il arriver à ce millier de personnes? D'accord, on n'est pas à l'abri de l'étrange ou du singulier, une montgolfière qui s'écraserait en tombant à pic, un bateau qui coulerait, enfin... les choses qui arrivent à nos clients généralement sont les mêmes choses qui arriveraient ici. Qu'il s'agisse d'un accident de voiture, d'autobus, une crise cardiaque, une personne qui glisserait dans une salle de bain. Donc la chose à laquelle il faut penser, c'est quel est le risque et combien de personnes en seront affectées. Si vous avez un véhicule qui contient 2 personnes, comparé à un autobus qui contient 16 personnes, évidemment si le véhicule subit un accident, vous aurez 16 personnes affectées plutôt que 2. Donc, où allez-vous concentrer vos efforts? Est-ce que vous allez le concentrer sur tout ou est-ce que vous allez commencer par les choses où, en cas d'accident, ça va affecter plus de gens? Donc, ma recommandation est que lorsque vous contemplez la gestion des risques,
regardez les choses où tout le groupe sera affecté, à savoir le transport, le logement, les bateaux. Lorsque les gens pensent au vendredi 13, dans beaucoup de cultures, c'est le jour où les mauvaises choses arrivent. Parfois les gens font plus attention le vendredi 13 que lors des autres jours. Et ça a été démontré que le nombre d'accidents qui se produisent le vendredi 13 est inférieur statistiquement aux jours normaux, parce que les gens font plus attention. Donc pensez aux risques et comprenez-les en pensant à des actions adaptées, mais en vous basant sur des faits, pas sur des ragots, pas sur des croyances actuelles, mais après un petit peu de recherche. Parfois, quand un accident se produit, ou un événement, vous pouvez prendre la mauvaise décision. Après la tragédie du 11 septembre, où 2 avions ont percuté les tours et toutes ces personnes sont mortes, eh bien, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui, au lieu de prendre des vols domestiques, ont décidé de conduire. Maintenant, comme il est plus dangereux de conduire que de prendre l'avion, en réalité, plus de gens sont décédés durant les années qui ont suivi le 11 septembre en raison d'accidents sur la route que s'ils avaient pris l'avion. Donc c'était une réaction évidente pour éviter de prendre l'avion en raison de ce qui s'était passé, mais le risque qu'ils ont pris en conduisant plus tôt était beaucoup plus élevé. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Il y a pas mal d'années, lorsque l'ouragan Katrina a frappé les USA, Houston a été évacué. Maintenant, en évacuant Houston, pour éviter que les gens ne soient frappés par l'ouragan, eh bien, environ 100 de personnes sont décédées durant cette évacuation. Rien à voir avec l'ouragan. En fait, l'ouragan n'a même pas frappé Houston. Mais cette fois-ci, la semaine dernière, alors qu'un ouragan approchait de Houston, ils ont décidé de ne pas évacuer la ville. Parce que le risque de décès lié à l'évacuation allait dépasser celui des personnes sauvées en cas d'ouragan. Par exemple, le gros ouragan qui vient de frapper l'État du Sud a causé à peu près la mort de 50 personnes. Donc c'est cet équilibre entre ce qui constitue le risque, quels sont les impacts, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est proportionnel, qu'est-ce qui est raisonnable. Ce que nous devrions faire en tant que tour opérateur, c'est de comprendre le risque que nous prenons pour éviter ce qui est évitable, mais également en sachant que même si nous sommes raisonnables dans la façon de gérer nos voyages, parfois nous n'aurons pas de chance. Et il y aura des accidents et des incidents. Donc comment les appréhender ? On sait qu'ils vont arriver, on veut réduire leur nombre, mais est-ce qu'on a une stratégie en place? Il y a quelques années, lorsque nous sommes partis en vacances à Exeter, à un très bel endroit, comme vous pouvez le voir, de nos jours, lorsque les gens trébuchent, ils veulent rapporter la faute sur quelqu'un, ils déposent plainte sur les autorités locales, et donc maintenant la mairie doit prévoir des panneaux disant « Faites attention lorsque vous marchez car la surface est glissante ». C'est une réaction exagérée selon moi. Mais nous allons revenir au problème des personnes qui tombent et combien ça peut coûter au tour opérateur. Alors, juste à côté de ce panneau, j'ai séjourné dans le plus vieil hôtel du Royaume-Uni qui a été réduit en centre. Heureusement, comme il y avait des alarmes incendie, comme il y avait des panneaux indiquant où aller en cas d'incendie, personne ne fut blessé. Donc, les alarmes incendie, si elles n'avaient pas fonctionné, si les sorties d'évacuation d'incendie avaient été bloquées, les gens n'auraient pas su comment évacuer en plein milieu de la nuit. Donc ça, c'est le type de choses auxquelles je voudrais que vous réfléchissiez. Mais il y a autre chose. Lorsque les gens se font mal, lorsqu'ils peuvent reprocher le tour opérateur, ça vous concerne vous et moi, combien est-ce que ça peut potentiellement coûter? Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui, en Afrique du Sud, est tombée et s'est cassé la jambe. Elle aurait pu en accuser l'hôtel pour cette chute, mais elle a obtenu 55 000 livres sterling, ce qui correspond grosso modo à, disons, 60 000 € ou 70 000 $ américains. Il est donc tellement important de faire les choses correctement pour tout d'abord réduire le risque que quelque chose arrive, et aussi de protéger votre réputation, mais aussi les coûts. Parlons un peu du pourquoi. Pourquoi nous devrions réfléchir à la gestion des risques? Et en fait,
Commençons plutôt par les raisons qui nous pousseraient à ne pas nous en inquiéter. Tout ceci est une question de compréhension. Donc la raison classique de ne pas se soucier ou penser à une gestion des risques, c'est par exemple « j'ai pas le temps de le faire ». La deuxième raison est que les gens ne sont peut-être pas conscients des risques qu'ils prennent dans leur activité, avec leurs clients. Souvent les gens ne savent ni quoi faire, ni comment le faire, comme c'était notre cas au début. Et les deux derniers points, ça ne m'est jamais arrivé. En regardant en arrière, rien ne s'est jamais passé avant, donc rien ne va se passer à l'avenir, ce qui est simplement faux. Donc en gros, cela ne va jamais m'arriver parce que vous pensez que vous êtes trop bon, vous êtes trop professionnel, vous êtes arrogant, et ça s'est appliqué à notre cas également. Si l'on regarde maintenant cela sous un angle plus positif, pourquoi se soucier de penser à la gestion des risques? Pourquoi devrions-nous le faire? Étant donné que cela va nous prendre du temps, qu'il va falloir penser à des choses qui sont négatives, et tout le monde n'a pas forcément envie d'y penser, pourquoi nous en préoccuper? La première chose pour moi, c'est de réduire le nombre d'incidents. Deuxièmement, si vous réduisez le nombre d'incidents, eh bien les gens qui souffrent d'une foulure ou que sais-je, d'un accident de voiture, évidemment cela rend les gens malheureux. Donc en réduisant le nombre d'éventualités, cela les rend plus heureux dans l'ensemble. Quand quelque chose se passe, comme un accident, un incendie, cela prend beaucoup de temps à résoudre. Donc, il est plus efficace pour votre activité de réduire le nombre d'incidents. La prochaine chose à laquelle les gens souvent oublient de penser, c'est comment cela affecte votre réputation. Si vous avez des incidences, cela va empiéter sur la réputation non seulement de vous en tant que tour opérateur, mais aussi potentiellement sur le tourisme dans votre pays. Donc avec une bonne gestion de risque, des procédures en place, cela va protéger et améliorer votre réputation. Et ça, c'est la clé pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'opérer de façon sûre, où les gens vont me dire « j'ai passé des moments fantastiques, je ne veux pas perdre le sommeil à penser aux risques que je prends, je veux comprendre les risques », les accepter et dormir sur mes deux oreilles. Pensez à comment les autres professionnels de votre secteur vous considèrent si vous avez une gestion des risques. Cela illustre votre professionnalisme, mais aussi envers votre personnel et envers les clients qui voyagent avec vous. Si vous avez moins d'occurrences, cela signifie moins de démarches légales, mais aussi si vous avez une gestion des risques en place, cela va réduire la sévérité des incidents et par conséquent réduire le montant des compensations. Et si vous voulez avoir un partenaire en Europe et vous n'avez pas de système de gestion des risques en place et vous devez vous comparer à quelqu'un d'autre qui en a un, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir aussi bien. En ayant une compréhension des risques, de la sécurité, la possibilité de trouver quelqu'un qui voudra travailler avec vous depuis n'importe quel pays est beaucoup plus élevée que si vous ne faites rien du tout. Donc c'est votre avantage commercial. Si vous disposez d'assurance à bon nombre d'endroits, si vous contrôlez bien vos risques, alors vos coûts d'assurance seront moindres. Mais finalement, et non des moindres, en fait, la première raison pour laquelle vous devriez faire tout cela, c'est pour ces gens-là. Je voudrais insister sur quelque chose. Il ne s'agit pas que des clients dont vous vous occupez. C'est l'ADN de votre métier. Ce ne sont pas que les clients, ce sont les tour leaders, les chauffeurs, ce sont les hôteliers. C'est votre propre personnel, ça englobe tout le monde. Je crois que nous avons le devoir moral de comprendre les risques que nous prenons pour nous assurer que ces gens auront un voyage heureux et sûr dans votre pays. Un bon endroit pour commencer à comprendre certains de ces risques, c'est de consulter le site internet du bureau du gouvernement britannique pour l'étranger et le Commonwealth. L'adresse du site est affichée ici. Et là, il donne le détail des risques politiques, naturels de tous les pays en dehors du Royaume-Uni.
Après la fin de cette session, je vous recommande de surfer sur le net pour voir ce que notre pays dit du vôtre. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec cela, mais c'est un bon point de départ, c'est détaillé et bien agencé. Il faut penser aux règles, recommandations, réglementations, mais aussi à la communication. Et il est très, très important que vos guides vous fassent un rapport quand ils voient que quelque chose ne va pas, quand ils voient un danger, lorsqu'une sortie d'incendie est bloquée, lorsque votre personnel se sent à l'aise de vous en faire part, lorsqu'ils sont témoins de pratiques dangereuses. Il faut comprendre également que vos guides qui vont emporter vos groupes doivent le faire. C'est très important d'avoir des briefings. Cela montre que votre personnel est professionnel et cela vous montre en tant que société professionnelle, cela évitera les accidents. C'est donc très important que les gens rappellent l'importance du port des ceintures de sécurité, si c'est une activité, de respecter les procédures, mais aussi n'oubliez pas de rappeler à vos voyageurs comment se comporter d'une façon socialement acceptable lorsqu'ils sont amenés à évoluer au sein d'une autre culture. Une autre chose au niveau de la communication, lorsque quelque chose se passe, assurez-vous qu'on vous le rapporte. Nous avons en Afrique du Sud connu un accident avec un groupe qui a failli se retrouver carbonisé dans un feu de forêt. Mais le guide, le responsable de la visite, s'est dit « Bon, tout va bien, il n'y a pas eu de blessés physiques. » Et donc, il n'a jamais pris la peine de nous en parler. Donc quand ils sont rentrés, ils nous ont appelés au téléphone furieux en disant « Vous nous avez jamais contactés, vous savez, on a failli mourir, on est terrorisés, vous osez vous prétendre un tour opérateur professionnel ?» Je me suis excusée en leur expliquant que nous étions désolés et qu'on ne nous avait jamais informés. C'est très important que vous formiez votre personnel à vous dire lorsque quelque chose arrive, quand il s'agit d'un incident réel qui a affecté les gens ou s'il s'agit d'un presque incident, quelque chose qui a failli arriver. Assurez-vous qu'ils reviendront vers vous pour vous le dire. Maintenant, parlons du langage. Beaucoup de recommandations sont en anglais. Et il est important que vous compreniez ce qu'on vous explique durant les séances et de poser des questions quand ce n'est pas le cas. Il est également important que votre personnel comprenne. Voici un exemple très étrange, mais en Grande-Bretagne, dans le pays de Galles, ils utilisent une langue particulière, donc tous les panneaux doivent être à la fois en anglais et en gaélique, comme les phrases dans la partie inférieure du panneau. Tout le monde ne parle pas le gaélique, et donc la personne qui a écrit ce panneau, qui dit en anglais accès interdit aux véhicules transportant les marchandises lourdes, zone résidentielle exclusive, a envoyé cette phrase au traducteur par mail, il a reçu une réponse et il l'a envoyé directement à la personne qui fait et qui imprime les panneaux. Mais ce que la supposée traduction dit en bas signifie en fait « Désolé, je ne suis pas au bureau en ce moment et je répondrai à votre email lundi ». Donc la leçon ici c'est assurez-vous que vous comprenez ce que nous disons et posez-nous la question dans le cas contraire. Et deuxièmement, lorsque vous parlez à votre personnel, assurez-vous qu'ils comprennent également. Nous allons parler ensuite de comment réduire les occurrences d'incidents. Rappelez-vous que c'est la principale motivation de notre démarche ici, mais sachez également que les choses vont tourner mal, c'est inévitable, et ce qui se passe lorsque les choses tournent mal. À l'époque, lorsqu'il y avait un grave problème, et par là je veux dire quelque chose qui implique des morts, des blessés graves, il y avait ce qu'on appelait l'heure d'or. On avait à l'époque le temps de rassembler tous les faits, convoquer les gens au bureau, résoudre qui dirait quoi, mais maintenant, avec la technologie des drones, les technologies modernes, YouTube, s'il y a un accident, je peux vous garantir qu'il y aura des contenus vidéo sur le net dans l'espace de quelques minutes, à beaucoup d'endroits où cela peut se passer, si c'est en ville en particulier, plus que dans un endroit isolé. Il faut vous y préparer. Et maintenant, il y a quelques questions auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez. Je ne vais pas y répondre, mais j'aimerais que vous les considériez. Réfléchissez lorsqu'un incident se produira. Est-ce que ce sera durant les horaires de travail, quand le personnel est présent? Je ne connais pas vos plages horaires, mais en gros, en Grande-Bretagne, les jours de travail se composent grosso modo de 8 heures de travail, ou un peu plus, mais bon, arrondissons à 8.
Donc cela signifie 8 heures sur 24 de possibilité de trouver quelqu'un au bureau sans compter les week-ends. Donc la probabilité qu'un incident se produise durant les horaires de travail est de moins d'un tiers. Donc, est-ce que vous avez une personne responsable qui reste d'astreinte pour toute la période de 24 heures? En avez-vous un quand cette personne est partie? Est-ce que vous avez une checklist pour savoir quoi faire quand un incident se produit? Savez-vous où se trouvent les hôpitaux? S'il y a un problème grave, votre téléphone sera-t-il injoignable en raison d'un trop grand nombre d'appels entrants? Votre personnel est-il formé pour traiter des questions sensibles? Avez-vous une cellule de crise dédiée si vous êtes une organisation de plus grande taille? Et qui va s'occuper de tout si vous êtes une petite organisation? Êtes-vous habitué à parler aux journalistes et aux médias? Après l'incident, votre réputation sera-t-elle meurtrie ou plutôt améliorée? Disposez-vous du personnel multilingue et si oui, savez-vous qui ils sont? Je voudrais que vous réfléchissiez à toutes ces choses. C'est ce qui se passe quand un incident se produit. Et maintenant, les grands prix de la sécurité. 5e lauréat, réparation des câbles. 4e lauréat, peinture du sous-sol. 3e lauréat, ingénierie aéronautique. 2e lauréat, électricien. Et le premier prix est décerné à la réparation des lampadaires publics. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je vous montre cela. En fait, c'est parce qu'il y a des années de cela, nous avons été audités et nous croyons, à l'époque on était très bons dans la gestion des risques et finalement, à la fin de l'audit, ils nous ont dit « vous êtes passable ici, vous êtes faible là » et ça allait totalement à l'encontre de ce à quoi nous attendions. Et c'était un résultat condensé d'arrogance et d'ignorance. Ce qui m'amène vers ma seconde question. Quelles sont les personnes les plus dangereuses? Et voici ma réponse. Les gens qui ne savent pas que ce qu'ils font est dangereux. Comme vous avez pu le voir sur certaines des photos que je vous ai montrées, à l'instant, ils sont dangereux envers eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Pourquoi sont-ils dangereux? Ça peut être un ensemble de deux choses. Généralement, c'est l'arrogance et l'ignorance combinées. Donc, ces cours avec nous sur la gestion des risques visent à déterminer en quoi vous êtes les mêmes ignorants que nous étions par rapport à ce que nous faisions et comment nous le faisions et comment nous avons pu apprendre de cela. Et une autre chose importante, c'est également de regarder les gens autour de vous, regardez avec qui vous aimeriez travailler ou ne pas travailler. Et s'ils sont flexibles ou plutôt désireux d'apprendre ou alors est-ce qu'ils croient que simplement cela n'est jamais arrivé donc cela n'arrivera jamais à l'avenir. En résumé, en tant que société, c'est cela que nous avons appris. Comprendre exactement ce que nous faisons, où nous avons besoin de formation, une bonne compréhension des personnes avec qui vous travaillez dans les endroits reculés, lorsqu'on travaille à un niveau qui n'est pas direct, la chaîne d'approvisionnement étendue est très importante. Le besoin de disposer de consignes de sécurité, ce dont nous parlerons également dans les modules par la suite, et par conséquent, en suivant ces consignes, on réduit d'autant le nombre d'incidents, et de cette façon, au final, on est beaucoup mieux positionné pour protéger notre réputation, notre personnel et nos clients. Et je ne vais pas vous lire ça à haute voix, parce que je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois avant. Donc, ayez un plan et assurez-vous de ne pas vous reposer sur le passé pour prédire l'avenir. Et également, lorsqu'un incident arrive et vous venez d'en être avisé, anticipez toujours et systématiquement que la situation va s'aggraver. Ça peut donner l'impression d'être une blessure bénigne la première fois qu'on vous le mentionnera, supposez que cela va s'aggraver. De cette façon, vous serez toujours préparé. Donc, récapitulons. Pourquoi prenez-vous ces cours? Pour moi, la raison pour laquelle vous êtes ici à écouter ce que nous avons appris, c'est pour réduire le nombre d'incidents
Et lorsqu'il y a des incidents, comment réduire leur sévérité? Et réfléchir à un plan quand finalement vous serez confronté à un incident et apprendre des leçons finalement dont vous l'aurez géré. Notre premier incident majeur fut un kidnapping au Yémen en 1998. Un certain nombre de personnes de notre groupe furent kidnappées et plusieurs personnes sont décédées. C'est une véritable tragédie. On s'est retrouvés à tenir des discussions difficiles avec toute une série de gens, les proches en détresse, avec les journalistes qui frappaient à nos portes. Nous avons géré la situation avec compassion et avec compréhension. Et on a donné des informations aux journalistes. Et finalement, on s'en est sorti. Nous avons appris énormément. Beaucoup de choses avaient été faites correctement, mais c'était plutôt par chance que grâce à un plan dont nous disposions à l'époque. Depuis cet incident, nous avons rédigé des plans pour gérer ce type de circonstances. Et le besoin d'avoir quelqu'un sur place lorsqu'il y a un problème, là par exemple on avait envoyé quelqu'un au Yémen, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement maintenant. Et il faudrait également que vous le considériez au sein de votre pays également pour vous assurer que vous avez un plan et ensuite de répéter ce plan, vérifier que les numéros de téléphone fonctionnent, pour voir comment les gens réagiraient. Le 11 septembre d'abord a commencé avec un avion qui a percuté l'une des deux tours jumelles, puis une horrible tragédie. Ensuite, l'espace aérien était fermé, les gens se sont retrouvés bloqués au sol dans le monde entier, tous les téléphones étaient saturés d'appels, c'est là que nous avons commencé à utiliser le site internet pour être sûr qu'en cas d'incident, les gens pourraient être tenus informés en permanence du déroulement des événements, pour essayer de réduire l'anxiété de ne pas connaître les événements en temps réel et en même temps désengorger les lignes téléphoniques. Le nuage de cendres en Islande, quand le volcan Eyjafjallajökull a eu une éruption, eh bien j'étais assis dans un restaurant à Londres et j'en ai entendu parler aux informations. Les vols avaient été annulés pendant 1 heure, puis 2 heures, 4 heures, puis 1 jour, 2 jours, ensuite 1 semaine, avant que l'espace aérien ne soit enfin réouvert. Donc supposez toujours que les choses vont empirer. Le tsunami dans l'océan Indien en 2004, là-bas, ils n'ont pas le même créneau horaire, vous le savez bien. Donc le premier appel arriva vers 4 heures du matin. Tout d'abord, il y a eu un raz-de-marée. Puis on a appris que ça allait frapper la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde, tous les pays situés dans le bassin. Donc la situation est allée de mal en pis. Et également, lorsque vous rencontrez un grave problème, il n'est pas trop difficile de s'en occuper pendant 8 à 12 heures. Mais lorsque c'est 24 heures sur 24 et ça peut durer plusieurs jours, pensez-y. Si jamais il y a un événement, comment allez-vous le gérer? Donc, voilà certaines choses que nous avons appris. Assurez-vous que lorsqu'il y a une crise, que vous appelez quelqu'un au bureau, que vous sachiez où ils sont. Il faut aussi avoir la possibilité de poster des messages sur les sites internet, prendre des décisions rapides sur la façon dont il faut s'occuper des gens, et supposer toujours que les choses vont s'empirer avant de s'améliorer, et ce systématiquement dans toutes les situations. Nous avons eu un cas en Turquie où une montgolfière s'est écrasée avec plusieurs blessés. Au départ, les blessures ne semblaient pas très graves, mais on a détaché quelqu'un sur place et au final, il y avait des dos brisés, un décès. Notre agent local, tour opérateur local a été fantastique. La presse a été mise dans la boucle et tout le monde a travaillé ensemble. Ça s'est passé à 5 heures du matin. Notre agent, le tour opérateur local, avait été formé pour porter assistance et il y a certains éléments de cette formation que nous partageons avec nos tour opérateurs, mais dans vos pays. Un autre appel à 5 heures du matin, un autobus qui est sorti de la route en Malaisie. Nous avons appelé l'équipe d'urgence au bureau, nous avons envoyé quelqu'un à l'aéroport. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un autobus a pris un virage sous la pluie et sorti de la route, faisant des tonneaux et tombant finalement dans un lac qui recevait des eaux d'égout. Tout le monde avait les os brisés, des dos brisés, des blessures multiples.
Les gens ont été évacués vers différents hôpitaux. Au départ, nous avons pensé que les blessures étaient mineures, puis alors qu'on recevait de plus en plus d'informations, la situation s'est aggravée de plus en plus. Mais on est parti du principe que les choses allaient empirer. Donc, on s'est dit, mettons un plan en place, c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, lorsqu'on réfléchit à qui s'occupe des crises, rassemblez des gens de différents domaines de l'activité et prévoyez des personnes en backup. Rappelez-vous que ça va être 24 heures sur 24 et il est important que des gens soient présents sur le lieu, là où ça s'est passé. En cas de doute, n'attendez pas parce qu'il sera trop tard pour attendre. Envoyez toujours quelqu'un car c'est la chose à faire pour les clients et pour votre activité. Où concentrer l'effort, la prévention ou le remède? C'est difficile, mais je pense qu'il doit y avoir un équilibre. Et avec les cours que nous allons présenter, nous allons essayer d'expliquer ce que nous avons appris. La chose fondamentale, c'est de comprendre ce que vous faites, quelles sont les activités qui sont offertes, soit incluses ou optionnelles. Ce qui est optionnel, c'est toujours aussi important parce que vous avez la responsabilité de vous en occuper vous-même, même si ça ne fait pas partie du package. Assurez-vous que vous savez exactement où ça a lieu, quelles sont les directives et quelles sont les meilleures pratiques pour réaliser ces activités et s'assurer que vous savez qui fournit ces activités finalement. Si ça se passe mal, quelles seront les conséquences et est-ce que vous avez un plan? Donc, vous devez connaître votre environnement opérationnel. Assurez-vous de former votre personnel. Occupez-vous de votre personnel. C'est difficile lorsqu'il y a un incident, c'est émotionnel, stressant. Assurez-vous de vous occuper d'eux. Et même si vous avez un plan en place qui a été mis à l'épreuve, et si vous pensez à une chose qui est la plus importante, c'est de mettre le bien-être physique et émotionnel de vos clients au sommet de la liste des priorités. Ainsi que leurs amis et leur famille. C'est à cela qu'il faut penser en premier lieu. Bien-être émotionnel et physique, pas seulement celui de nos clients, pas seulement ceux de vos clients, mais également de votre personnel et de vos familles. Pour conclure ce chapitre, préparez-vous au pire. Attendez-vous à ce que ça se passe en dehors des heures de bureau. Préparez-vous à ce qu'un incident dégénère. Et ensuite, après que cet incident soit terminé, réfléchissez à ce que vous auriez pu faire mieux, ce que vos partenaires auraient pu mieux faire. L'inhabituel peut arriver. Mais rappelez-vous que ce sont les choses normales qui arriveront la plupart du temps. Les transports, le logement, les bateaux. Concentrez vos efforts sur les grands groupes de personnes plutôt que sur les petits groupes. Pour commencer, mais ensuite partagez ce que vous avez appris et rappelez-vous que l'inhabituel peut toujours arriver. C'était à Tbilissi il y a 2 ou 3 ans où il y a eu d'énormes inondations, des tristes décès et des animaux du zoo qui se sont échappés. C'était épique. Ce qui pourrait vous sembler impossible peut devenir possible. Je ne vous dis pas de planifier pour quelque chose d'aussi inhabituel que cela, mais pensez aux choses que vous faites, les transports que vous fournissez, les itinéraires, les activités que vous fournissez. Que pouvez-vous faire pour comprendre le risque? Que pouvez-vous faire pour le gérer de façon professionnelle? Et si quelque chose se produit, avez-vous un plan? Il vous faut impérativement un plan. Merci beaucoup de votre attention et j'espère que ça vous aura été utile. Merci.